Tout juste 13h30, bienvenue à vous si vous nous rejoignez au cœur d'LCI Midi. Voici les titres de cette mi-journée. Plus de 600 élus prêts à voter pour Emmanuel Macron, tribune de soutien dans le JDD. Pour la plupart des élus venus de droite. Eh bien ça tombe bien, le chef de l'État est un candidat de droite, assure aujourd'hui le ministre de l'Intérieur qui sait de quoi il parle. Nous allons y revenir dans un instant. Ce vent de révolte qui continue à souffler sur l'Europe, débordement aux Pays-Bas, manifestations en Autriche, en Italie, en Croatie, les nouvelles restrictions contre la Covid ne passent pas. Les Autrichiens seront tous reconfinés dès demain. Situation inacceptable et intolérable. Le gouvernement hausse le ton en Guadeloupe. Le GIGN, le RAID envoyé sur place après une nouvelle nuit de violence, mélange de crise sanitaire et sociale. Là encore, nous allons nous arrêter sur ce qui se passe sur cette île. Et puis la star chinoise du tennis, Peng Shuai, est apparue à un tournoi de Pékin. Quelques images de plus qui ne racontent rien de sa liberté. Si elle ne parle pas très vite, nous sommes prêts à en tirer des conséquences diplomatiques, prévient sur LCI Jean-Yves Le Drian. Décidément, ça se bouscule à 5 mois de la présidentielle du côté de la droite. Emmanuel Macron est-il lui-même un candidat de la droite pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin? Ça ne fait aucun doute. À la question qui lui est posée ce matin dans la presse, qui est pour vous le meilleur représentant à droite, Gérald Darmanin répond: et vous allez le voir, je le cite, « Celui qui peut le plus inspirer l'électorat de droite, c'est Emmanuel Macron. Je constate qu'une grande partie des électeurs de la droite, justement, et du centre, ne pensent plus comme les Républicains. » Alors j'aimerais déjà qu'on prenne le temps de s'arrêter sur cette déclaration avec Arlette Chabot, Frédéric Delpech, qui sont toujours avec moi, ainsi qu'avec William T. Bonjour, président du think tank Le Millénaire. Que fait là, en l'espèce, Gérald Darmanin? Il cherche à amadouer les électeurs de droite. Il sait que pour Emmanuel Macron, c'est là qu'il faut aller chercher les voix? Ce qu'il fait, c'est qu'il fait un peu ce que fait Édouard Philippe il y a un mois lorsqu'il a créé le Parti Horizon. En fait, il sert à Emmanuel Macron de catalyseur pour parler en fait à la droite, vu que ce sont des gens qui, Darmanin et Édouard Philippe, qui ont été membres de LR avant de rejoindre le gouvernement d'Emmanuel Macron en 2017. Et donc, du coup, il essaie de parler à cet électorat, surtout qu'Emmanuel Macron séduit environ une vingtaine de pourcents des anciens électeurs de François Fillon de 2017. Et donc, du coup, comme Emmanuel Macron n'est pas le parfaite incarnation pour parler à cet électorat-là, il utilise ces deux personnes-là pour pouvoir leur parler sur des angles plutôt Édouard Philippe sur les questions plutôt économiques et sociales. On l'a vu lorsqu'il est sorti sur la question de la réforme des retraites pour le proposer à 67 ans plutôt qu'à 65, et Gérald Darmanin plutôt sur le volet migratoire et sécuritaire. Et ce sont des gens qui, Édouard Philippe était le proche d'Alain Juppé et Darmanin de Nicolas Sarkozy. Après, est-ce que ce sera suffisant? Il y a quand même plusieurs limites. Parce que quand on regarde les bilans d'Emmanuel Macron, notamment sur la réforme économique par rapport au programme de François Fillon, il séduit uniquement 20% des électeurs et pas encore la totalité qui est 100% des électeurs qui sont séduits, qui restent chez LR environ entre 50 et 60 et 20% qui penchent plutôt du côté d'Éric Zemmour. Arlette Chabot, ça veut dire aussi qu'Emmanuel Macron, il se dit chez les anciens socialistes, ou ce qui reste du Parti socialiste entre autres, il n'y a plus grand-chose à aller chercher? La compétition, on voit bien qu'elle se joue à droite en ce moment. En fait, il y a 3 mousquetaires depuis 2017, c'est-à-dire on peut rajouter à Édouard Philippe quand même, effectivement, et Gérald Darmanin. François Il y a Bayrou, Bruno Le Maire aussi, surtout, et puis Sébastien Lecornu. Oui. Ce sont ces ministres qui sont là pour aller, pour ramasser, pour amener à eux, effectivement, un électorat de droite, mais aussi des élus de droite. On voit effectivement ceux qui se rangent aujourd'hui derrière Emmanuel Macron. Donc, et je trouve que Gérald Darmanin reprend des propos que l'on prête à Nicolas Sarkozy, qui dit depuis longtemps que bien Emmanuel Macron a vocation à être candidat de la droite en 2022. Alors ce ne sont pas des propos publics, ce sont des propos rapportés, donc on les prend avec beaucoup de précautions. Mais c'est vrai qu'il attire la droite, les électeurs et les élus de droite, parce que les Républicains sont fragiles. Et il y a d'ailleurs dans cette interview une vraie, pardon de le dire comme ça, une vraie vacherie de Gérald Darmanin en direction de Xavier Bertrand, car quand il les écoute dans les débats, il dit qu'il regrette l'absence d'une voix gaulliste et sociale, et il dénonce un acharnement personnel contre Emmanuel Macron. Le gaulliste social qui vise Emmanuel Macron, c'est celui qui reste néanmoins son ami, Xavier Bertrand. Dont il a été le porte-parole. Alors il y a Gérald Darmanin, première lame à droite, et il y a cette tribune, aujourd'hui aussi dans le journal du dimanche, deuxième lame essentiellement à droite, j'allais dire, parce qu'il y a 600 élus, des maires, mais pas seulement, qui appellent en substance à voter pour Emmanuel Macron. On y trouve Édouard Philippe, on en parlait, venu de la droite, Christian Estrosi, maire de Nice, venu de la droite, Hubert Falco, maire de Toulon, venu de la droite. On a quand même trouvé, parce qu'on est persévérant, un élu de gauche. J'ai aussi dit, lorsque je n'étais pas d'accord, mais
devant l'offre politique, le risque de le retour de la droite avec ces dérives que je trouve extrêmement réactionnaires, l'absence d'une vraie option à gauche, j'ai pas de doute. Je pense qu'il faut continuer avec le président s'il est candidat. Bon, le maire de Clichy qui croit encore à une jambe gauche qu'on voit de moins en moins, honnêtement, dans la Macronie, Frédéric Delpech. Qui est quasiment absente, qui a disparu. Un territoire de progrès représenté par Olivier Dussopt n'était pas convié à préparer la maison commune. Donc on voit que l'aile gauche est totalement absente. En tout cas pour l'instant, je pense qu'elle reviendra en cours de campagne quand il s'agira pour Emmanuel Macron, s'il se retrouve face à un candidat d'extrême droite, de rassembler la gauche derrière lui. Donc là, on reverra surgir cette aile gauche. Pour l'instant, il est dans la stratégie Emmanuel Macron de consolider son flanc droit pour le premier tour de l'élection présidentielle, pour faire baisser le plus possible, évidemment, le potentiel candidat de droite. Tout ça est une stratégie qui a été peaufinée, qui est mise en place, qui est en train de se dérouler. Ça a été prévu d'ailleurs dès le mois de septembre, dans la Macronie. Il fallait occuper le terrain pendant que la droite est en train de choisir son candidat, c'est-à-dire d'être dans un processus interne d'une sorte de primaire. Et donc tout était déjà, il fallait que les ministres de droite s'étaient planifiés, montent en première ligne pour essayer de ramener ses électeurs de droite vers Emmanuel Macron. Lui-même, le chef de l'État, distille bien évidemment, quand il le peut, lors de ses déplacements, des petits messages en direction de cet électorat de droite. Et puis cette tribune des 600 élus n'est pas véritablement une surprise quand on y voit des personnalités comme Christian Estrosi ou Hubert Falco qui ont déjà rallié Emmanuel Macron depuis un certain temps. Donc c'est de la politique. On est en campagne présidentielle et on voit que l'objectif pour la Macronie, c'est d'occuper le terrain, de ne pas laisser la droite être seule en première ligne pour continuer à distiller une petite musique en direction de son électorat. Vous parlez de petite musique, on l'avait entendu un peu lors de la dernière allocution d'Emmanuel Macron, le sentiment qu'il avait en tête de faire les poches de la droite sur un thème en particulier. C'est le travail qui nous permet de créer des liens, d'augmenter notre pouvoir d'achat. Le travail de tous. Travailler plus longtemps. C'est par le travail et par plus de travail. Le travail de tous. C'est par le travail aussi. Davantage de travail. Aujourd'hui comme hier, vous le voyez, le travail continue donc d'être notre boussole, le fil rouge de notre action. Il l'avait prononcé plus d'une vingtaine de fois, présenté comme une valeur de droite. Je ne sais pas ce qu'il en est vraiment. Oui, c'est devenu une valeur de droite, alors qu'initialement c'était plutôt une valeur de gauche, c'était plutôt les partis socialistes qui défendaient les ouvriers et les classes populaires. Mais est-ce que Emmanuel Macron arrive à capter l'essentiel de l'électorat de droite? Quand on prend les 600 élus qui soutiennent Emmanuel Macron, ce sont des gens qui sont plutôt mis en marge des Républicains depuis 2017. Et en fait, depuis 2017, quand on analyse tous les sondages d'intention de vote, Emmanuel Macron capte toujours entre 20 et 25% des électeurs de François Fillon, malgré le fait qu'il s'est rendu de plus en plus droitier, qu'il a tenu des propos plus forts sur la question migratoire. Il a même fait un entretien auprès de Valeurs Actuelles. Il n'a jamais passé le cap des 25 à 30% des électeurs de François Fillon qui pourraient être séduits par lui. Donc dans la mesure où Emmanuel Macron arrive à capter qu'uniquement cet électorat-là, il doit tenir un discours qui est plutôt en même temps, parce que quand nous on a analysé le socle électoral d'Emmanuel Macron, quand il lui est donné environ 24% d'intention de vote, en fait vous avez 8% qui proviennent des voix plutôt socialistes, plutôt Hollande, 8% qui sont plutôt Bayrou, et 8% qui proviennent des anciens électeurs de Nicolas Sarkozy ou de François Fillon. Et donc du coup, Emmanuel Macron envoie des personnes de droite pour parler à la droite. Tout à l'heure, il est invité chez vous, il a envoyé Le Drian pour parler aux électeurs de Le Drian, et lui se met au centre du jeu avec des personnes qui attaquent des deux côtés. Mais est-ce que les électeurs de droite sont complètement séduits par lui? Il incarne une partie, quand on prend les trois droites de René Raymond, la droite, ce qu'on appelle la droite plutôt orléaniste et plutôt libérale. Par contre, il n'arrive pas à séduire la droite qui est plutôt identitaire, gaulliste, conservatrice, qui là reste attachée aux valeurs LR, ou qui est plutôt tentée de l'autre côté par Éric Zemmour. Et la difficulté qu'a LR maintenant, en fait, c'est qu'ils sont pris en tenaille depuis 2007 par Emmanuel Macron sur les questions de réforme économique, et maintenant sur les côtés d'aspect civilisationnel par Éric Zemmour. Vous soulignez un point, c'est que comme toute stratégie, elle est à double tranchant et elle a une part de risque. Vous parlez d'Éric Zemmour, la droite au sens large. Éric Zemmour, lui aussi, il lorgne sur les anciens électeurs de François Fillon, ce qui peut, dès lors, peut-être paraître étonnant quand on l'entend depuis Londres dire ceci. Ils m'ont dit de ne pas faire comme Nicolas Sarkozy, je leur ai promis. C'est-à-dire ? Vous savez, moi, si je dis que je passe le Karcher, je le passerai. La différence. Ça veut dire que si je fais des promesses et que je les tiendrai, parce que justement, je ne suis pas soucieux de plaire à la gauche, aux médias, aux gens qui font l'opinion. Ça, c'est sans doute ma différence avec Nicolas Sarkozy.
C'est hasardeux quand on vise une partie des Républicains de s'en prendre à Nicolas Sarkozy, Frédéric Delpech? Ah ben non, alors il y a deux choses dans ce qu'on vient d'entendre. D'abord, c'est un message adressé à l'électorat de droite. Moi, je pourrais faire ce que Nicolas Sarkozy n'a pas fait. Puis, c'est un peu un retour à l'envoyeur. Vous vous rappelez que le 8 novembre dernier, Nicolas Sarkozy avait décoché des flèches contre Éric Zemmour. En gros, il n'est pas un homme d'État. Qu'est-ce que dirait le général de Gaulle à propos de ce qu'il a dit sur Pétain? Bref, c'est Nicolas Sarkozy qui avait sorti d'abord le feu sur Éric Zemmour. Donc là, c'est un peu le retour à l'envoyeur de la part du polémiste. Donc on le voit, il y a à la fois le message adressé aux électorats de droite qui peuvent être tentés, qui sont encore fidèles à Nicolas Sarkozy, et puis il fait là aussi de la politique. Éric Zemmour, il s'en prend à celui qui justement lui avait reproché de ne pas être un homme d'État. Mais en rappelant encore une fois qu'il est très populaire, Nicolas Sarkozy, chez les sympathisants de droite, William T. C'est actuellement la personnalité qui est testée comme la personnalité préférée des sympathisants de droite. Et avec Édouard Philippe, je crois. Avec souvent, Édouard Philippe, voilà. ou en fonction des sondages et différents instituts. La difficulté qu'a Éric Zemmour actuellement, c'est qu'il n'arrive pas à étendre, que ce soit du côté de LR et du côté du Rassemblement national, parce qu'en fait, il s'attaque à ce qu'on appelle le noyau dur. En fait, c'est le nombre de sympathisants qui sont qualifiés par les instituts de sondage. Pour LR, c'est entre 12 et 14%, et pour le Rassemblement national, c'est environ 15%. Et il a du mal à aller au-delà, non seulement parce qu'il tient uniquement les mêmes propos, donc il reste sur les mêmes thématiques plutôt migratoires et sécuritaires, et deuxième point, il n'arrive pas à passer de l'avant, donc à prendre de nouvelles thématiques et à incarner la fonction présidentielle pour aller au-delà, et troisième point, il n'arrive pas à engendrer des ralliements, que ce soit du Rassemblement national ou du côté des Républicains. Et donc du coup, il continue dans l'outrance, mais malgré tout, la difficulté, c'est que quand vous êtes dans l'outrance, vous perdez en présidentiabilité, et est-ce que les électeurs LR qui sont attachés au crédit et au parti gouvernemental et qui n'ont jamais quitté LR et qui n'ont jamais rejoint le Rassemblement national seront capables de quitter LR sur des raisons comme ça? Moi, je pense qu'ils se trompent et ne sont pas les bonnes thématiques pour séduire l'électorat LR. L'outrance voilà ce qu'il a dit sur Nicolas Sarkozy, on peut pas. Oui, il fait souvent de l'outrance. Éric Zemmour, là, bon, il tient un propos, de dire qu'il fera ce que Nicolas Sarkozy n'a pas fait. Bon, c'est de la joute politique, mais c'est pas quand même de l'outrance, là. Éric Zemmour par Jean-Yves Le Drian, et je vous donne la parole à Ardit Chabot, c'était tout à l'heure sur LCI. Monsieur Zemmour est un exemple particulièrement frappant du populisme ambiant. Et il faut combattre ce populisme, parce que le populisme, c'est le début du déclin et du rétrécissement. Oui, c'est l'inverse. Le populisme s'affiche comme contre le rétrécissement, or, c'est du rétrécissement. C'est un semeur de haine, un semeur de fragmentation de la société française, un semeur de division et un matador du déclinisme. Il refait l'histoire et il l'interprète à sa façon. Il veut mettre la société française en situation de peur. Il faut combattre ça. Ses adversaires ne l'épargneront pas. Éric Zemmour, il le sait et il s'en rend de plus en plus compte. Oui, puis ça donne une idée effectivement qu'on connaît, qui est évidente, du positionnement d'Emmanuel Macron contre le déclinisme. La France est forte et capable effectivement d'aller de l'avant et de continuer à aller de l'avant. Le rétrécissement, c'était aussi le mot qui avait été utilisé, le président de la République. Rétrécissement, il visait la position et la proposition de Zemmour de supprimer les prénoms qui ne correspondent pas au calendrier français. Bon, en même temps, moi, si je reviens un mot sur Éric Zemmour, c'est un pirate en ce moment. C'est-à-dire qu'il est en mer et il bombarde tout ce qui passe, tous les bateaux qui passent. Alors, il y en a deux qui sont visés, c'est évidemment le Rassemblement national. Il cartonne, il pilonne en espérant récupérer tous ceux qui vont sauter du navire. Il fait la même chose du côté des Républicains et il attaque Nicolas Sarkozy parce qu'il sait effectivement qu'il y a des déçus du quinquennat précédent, les promesses qui n'ont pas été tenues. Mais quand vous cartonnez, quand vous pilonnez, quand vous attaquez des bateaux, il y a des bateaux qui coulent et les survivants, est-ce qu'ils viennent vers vous ou ils continuent à vous maudire jusqu'à la fin des temps parce que vous avez coulé le bateau? Ça, c'est un sacré pari quand même pour Éric Zemmour. Jusqu'où va-t-il aller? Il faut toujours se méfier de l'armada qui fait face, et évidemment. On va continuer à suivre l'actualité politique de très près chaque week-end, vous le savez. On est au cœur de ce magma politique. Mais il y a une autre actualité qui est préoccupante en ce moment et qui concerne le territoire français qui est la Guadeloupe. Encore des blocages, encore des violences, nouvelle nuit de pillage et d'incendie. Le GIGN, le RAID vont arriver sur place. Johan Engen, qui nous a rejoint. Bonjour Alexandra, on vient de l'entendre. Le GIGN, le RAID envoyé sur place. Pourquoi envoie-t-on ces équipes sur le terrain?
Alors, ce sont des forces de l'ordre, des élites de la police et de la gendarmerie. Ils sont toujours appelés pour répondre à des situations de crise majeure. Là, Gérald Darmanin l'a expliqué hier à l'issue de la réunion de crise organisée place Beauvau. Ils sont envoyés en raison du niveau de violence atteint comme une réponse ferme à des individus, précise le ministre de l'Intérieur, qui tirent sur les forces de l'ordre à balles réelles. Ce sont effectivement des tirs qui ont eu lieu notamment contre un véhicule de gendarmerie et quelques policiers à Pointe-Rapide dans la nuit de vendredi à samedi, alors que le couvre-feu était instauré, qui semble vraiment avoir été l'élément déclencheur pour envoyer en plus ces effectifs spécialisés. Alors leur mission sur place, eh bien, ce sera de rétablir l'ordre. On l'a entendu dans le sujet, avec des particularités, notamment si on prend les effectifs du GIGN, c'est que sur le terrain, ils ont cette capacité à pouvoir agir et sous le feu et sous blindage. Ils ont des véhicules spécialisés, les fameux VBRG notamment, et ils sont spécialisés pour le rétablissement de l'ordre dur, si on peut dire, avec notamment leur mission, interpeller tout tireur isolé éventuel et puis interpeller les individus les plus violents. Sur cette situation en Guadeloupe, le gouvernement, il a un mot qu'il répète souvent, le mot inacceptable, encore Jean-Yves Le Drian tout à l'heure. À la Guadeloupe, il y a plusieurs choses qui se passent, mais il y a d'abord une forme de révolte menée par des minorités qui sont insupportables, à la fois les révoltes et les minorités dans leur action, qui aboutissent à des incendies d'habitation. C'est parfaitement inacceptable. On se souvient, Frédéric Delpech, en 2009, d'une crise qui était... Parce que là, on est à la fois dans la crise sociale et la crise sanitaire. On est dans un mélange de bien des choses. Une grève générale qui avait duré 44 jours. Voilà, cette réalité-là, et le gouvernement l'a mécaniquement en tête. C'est surtout que le gouvernement cherche à limiter la contestation sur le plan sanitaire. C'est d'ailleurs pour ça que, pour l'instant, la seule réponse est une réponse sécuritaire qui est donnée avec l'envoi de 50 policiers et gendarmes aujourd'hui, qui arrivent donc aujourd'hui sur place. Et d'habitude, quand il y a une crise sociale, on envoie le ministre sur place. Là, Sébastien Lecornu n'est pas sur place. Il reste à Paris, et c'est à Paris qu'aura lieu une réunion demain soir, Jean Castex, avec les élus. Donc déjà... On voit que le gouvernement ne veut surtout pas, parce que de l'autre côté, il y a l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe qui, elle, explique. Alors, il y a effectivement les manifestations anti-pass sanitaire, mais il y a aussi, dit l'Union générale des travailleurs, la profondeur des souffrances, des inégalités, de la pauvreté et de l'exclusion subie par la population. Autrement dit, ils essayent de socialiser cette crise. Mais le gouvernement ne veut surtout pas rentrer dans cette... ne veut pas mettre la main dans une crise sociale, parce que ça voudrait dire ouvrir des négociations, mais sur quoi? Et c'est surtout ce que veut éviter le gouvernement. Jean-Luc Mélenchon a d'ailleurs bien compris la chose, puisqu'il essaye de piéger le gouvernement en disant il faut ouvrir des négociations. Mais quelles négociations? Sur quoi? Donc on voit le gouvernement, pour l'instant, essaye de limiter cette contestation au plan strictement sanitaire, en disant c'est uniquement des mobilisations contre le pass sanitaire, contre le vaccin, et veut surtout éviter de rentrer dans une crise sociale. Mais est-ce qu'il y parviendra? On verra, ça c'est assez compliqué à gérer. Factuellement, sur le plan sanitaire, très peu de la population est à cette heure vaccinée. Vous parliez de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen aussi. Elle explique que les ultramarins sont abandonnés depuis longtemps et elle semble vouloir mettre ça, elle aussi, comme Jean-Luc Mélenchon, sur le terrain social, William T. La difficulté, c'est qu'en fait, en Guadeloupe, on a vu les fractures vaccinales qu'avait subi la France au niveau métropolitain. Il y a une fracture entre le nord-ouest et le sud-est, entre les communes riches et les communes pauvres, et une fracture générationnelle et une question de défiance de l'État, notamment du sud-est par rapport à l'État parisien. Et en fait, ces fractures-là que vous l'avez aussi en Guadeloupe, notamment sur le fait de tous les territoires ultramarins, dans la mesure où ils ont vécu, à la différence de la métropole, leur première grande vague à partir de cet été, alors que les métropoles avaient connaissance de ces enjeux à partir de l'année dernière, à partir de mars 2020. Donc à partir de ce moment-là, en fait, le gouvernement, comme avec les manifestations sur le pass sanitaire qui a eu lieu en métropole, veut éviter d'avoir une coagulation des luttes qui barre sur la question sanitaire, mais qui s'étendent sur le volet social et puis également sur la question sécuritaire. Et c'est ce qui s'est passé sur la question des gilets jaunes. À partir de la question de la taxe sur le carburant, donc en similarité sur la question de l'obligation vaccinale imposée aux soignants, vous pouvez avoir des gens qui s'agglomèrent pour faire des revendications politiques et sociales, et donc du coup en profiter, entre guillemets, pour faire revendiquer les droits et tous les problèmes qu'ont connu la Guadeloupe depuis des décennies, dans la mesure où il y a de moins en moins de services publics, que les services d'investissement sont plutôt faibles et qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat, notamment en comparaison quand le revenu moyen en Guadeloupe est environ 1 000 € pour un travailleur moyen, alors qu'en métropole, il est d'environ 8 800 €. Et en fait, le gouvernement envoie d'abord une réponse sécuritaire pour maintenir l'ordre, parce qu'on ne peut pas négocier avec des gens qui foutent le bordel et qui foutent le feu quelque part.
En tout cas, c'est une situation vraiment explosive pour le gouvernement. Arlette Chabot, encore une fois, dans un contexte très particulier. Est-ce que celui d'un contexte préélectoral Oui, alors c'est vrai que la Guadeloupe est quand même un cas particulier. La Martinique est à côté, vous ne voyez pas la même chose et ce n'est pas la première fois qu'il y a une distinction, une différence entre les deux îles, alors qu'au fond, il y a des problèmes évidemment qui sont communs. Il y a une situation particulière à la Guadeloupe et je crois que ce qui est très important, c'est effectivement ce qui va se passer demain. Le Premier ministre qui reçoit les élus, ça veut dire que bon, on rétablit l'ordre parce que c'est impossible de laisser ces images continuer à tourner en boucle. Il s'agit aussi de convaincre quand même peut-être les élus d'être responsables. On n'a pas entendu beaucoup d'élus des Antilles et de cette région. Il y a aussi la Guyane, dire faites-vous vacciner parce que c'est mieux. Il y a quand même une grande irresponsabilité des élus locaux sur ce sujet. Et rendez-vous est pris donc chez Jean Castex.